Et yo tout le monde, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Cette vidéo va se... Attendez, merde. Ça traîne. Alors aujourd'hui, on va faire la fiche d'élevage, enfin de maintenance du Pantherophis guttatus, alias serpent des blés, en ciment Elave guttata. Donc voilà. C'est un serpent qui est originaire des sud-ouest des États-Unis, qui se répertorie, enfin son aire de répartition c'est sur toute la côte atlantique jusqu'au golfe du Mexique. C'est les états principaux sur lesquels lui c'est la Floride, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Virginie, Louisiane, Mississippi et Floride. Voilà, voilà. Il est, il est présent principalement sur la côte. Ça, j'ai dit merde. Attendez. Aussi en Alabama. Parce que j'ai pris des notes aussi, parce que bah, j'ai pas une mémoire de. J'ai pas une grande mémoire, donc je peux que je regarde quelques notes. Oui. Et Géorgie. Voilà, voilà. C'est fait. Pourquoi je. Du coup, voilà, voilà. Alors, c'est un serpent qui fait entre 1,20 m et 1,50 m à taille adulte. Il y a des records de 1,80 m, mais c'est plutôt rare. Dans la nature, il se nourrit principalement de rongeurs. Oh, les chiens voisins, ça va. C'est un lézard plutôt, enfin carnivore du coup, et opportuniste. Il se nourrit de, en étant semi-arboricole, enfin semi-arboricole terrestre, semi-fouisseur. Il se nourrit principalement bah, du coup de petits rongeurs, d'oiseaux, d'œufs d'oiseaux, il peut manger des œufs d'oiseaux, d'amphibiens aussi. Je pensais que avec la peau de la toxicité des amphibiens, c'était pas, c'est pas ça, mais apparemment il est plutôt résistant, il est plutôt immunisé. Donc voilà, en captivité on va. Et apparemment les juvéniles aussi peuvent manger des insectes. Ça, je ne savais pas du tout, mais aussi bah, il peut avoir des cas de cannibalisme, c'est un peu plus rare, mais il peut en avoir. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Je me rappelle plus. Alors voilà. En... C'est son habitat naturel, c'est les forêts. Les forêts de chênes, les forêts, bah, les forêts de pins, de chênes. Aussi les serpents des blés ou en anglais corn snake. C'est aussi principalement bah, du coup par rapport au silo de grains, silo de maïs. Enfin, sachant que la traduction elle est mauvaise en français. Corn snake, maïs en anglais c'est corn, tandis que blé en anglais c'est pas. Je sais pas, mais corn c'est blé, c'est maïs. Donc, normalement ça devrait être serpent de maïs, mais en français serpent des blés. Voilà. Du coup voilà. Et parce qu'il aussi se nourrit de petits, bah, du mulot, des rats du coup, dans ces silos de grains. Et aussi les habitations rurales, bah, du coup, au niveau des habitations et tout. Parce que bah, là où il y a des poulaillers, par exemple en Amérique il y aura souvent des rats, des rats, des souris, bah, du coup des poules et des poussins. Enfin, pas manger les poules, du coup c'est trop gros. Mais il peut aussi aller manger, il peut aider, parce qu'il risque de manger les poussins aussi. Donc voilà. Là, aux États-Unis, il passe par une période d'hivernation, de brumation, il me semble, de novembre à février, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde. Où bah, entre guillemets, il va hiverner. Et à la fin de cette hivernation, bah, ça sera la période de reproduction du coup, où les femelles vont faire une mue, je sais plus comment on appelle ça, entre guillemets une mue de beauté, on va dire. Où là, elle va libérer les phéromones et le mâle du coup, étant donné qu'il y a des enfin les mâles, ils ont des hémipénis, ou je sais pas si je bien, enfin, oui, bah, tous les reptiles ont près des hémipénis, sauf les tortues. Et les arbres parthénogenèses comme le Lepidodactylus lugubris. Donc voilà. Alors, après cette reproduction, du coup, ils font une pente entre, allez, on va dire 10 à 25 œufs, voire peut-être 30, mais je ne sais pas, je ne m'avancerai pas dessus. Donc voilà. Alors, période des incubations, la femelle va être en période de gestation pendant, il me semble, 60 à 75 jours. Puis après ça, bah, elle va pondre ses œufs. Et les petits écloront du coup vers juillet-août. Selon la température, si c'est plus chaud,
c'est soit des mâles, soit des femelles, je sais plus. Et si c'est plus bas, il me semble, plus c'est bas, c'est des femelles, et chaud, c'est des mâles, et tempéré, c'est un mélange de. Et information, par exemple, bah, il y a des localités aussi. Comme du coup, Lokichik, c'est une localité c'est une localité américaine. Je sais plus, c'est vraiment, je sais plus c'est d'où. Faut que je regarde. Faut que je regarde. Du coup, en captivité. Ah, et aussi, c'est un lézard qui vit 15-20 ans en captivité du coup. Et bah, du coup, en milieu naturel avec les prédateurs, ouais, 10, 10 ans, je pense. Du coup, voilà, en captivité. En captivité, c'est un lézard bah, qui est simple à maintenir, qui est conseillé pour les débutants. Je dirais que la plupart des espèces sont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, adaptées aux débutants si vraiment on connaît bien l'espèce, si on se renseigne vraiment à fond dedans, si vraiment vous vous renseignez vraiment bien, je pense que la plupart des espèces sont accessibles. Bon après il y en a ils sont pas très accessibles par rapport au prix, donc ça peut se comprendre, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Alors, du coup, en captivité, en fait, en captivité, on propose un terrarium pour un adulte minimum 80, 90, 45, 45, au maximum 120 bah, du coup 120 de long par 45 de large, et allez, pas 45 de haut vu que c'est quand même arboricole, donc enfin semi-arboricole, on propose à 50 voire 60 de haut, mais au plus grand, au mieux c'est. Comme ça, voilà. Substrat, j'allais sauter une partie du coup. Et en fait, pour un juvénile, genre un nouveau-né, au minimum 30-30 par 45 de haut. Ouais, il doit 30-30 de 45 de haut. Parce que moi j'ai. Attends, 30-30, 45, bah, je l'avais mis dedans. Ah non, c'est ça, 30-30-45 de haut, c'est ça. Et au maximum, parce que je confonds avec la taille du coup qui est de 45-45, et enfin, 45 de long, 45 de large et 45 de haut. Mais c'est le maximum qu'on puisse faire pour un juvénile du coup. Et au fur et à mesure de sa croissance, on adaptera les tailles. Voilà. En substrat, vous pouvez utiliser fibres de coco, sphaigne, tout ce qui est hêtre, éclat de pain, c'est toxique. Vous pouvez utiliser, non, des éclats de pain, je crois que c'est le cèdre qui est toxique. Enfin, je sais qu'il y a les qui sont toxiques et poussiéreux certains, donc il vaut mieux éviter. La sphaigne c'est plutôt pas mal parce que bah si c'est des petits, c'est vraiment du petit, enfin pas la sphaigne, la merde, je me rappelle plus du nom. Sphaigne c'est de la mousse, mais les tout petites fibres de bois vraiment fines qui peut digérer, là il y a aucun souci pour les occlusions intestinales. Donc voilà, personnellement moi les miens je les ai mis dans, j'ai fait un terrarium bioactif, j'ai mélangé plusieurs terreaux avec des éclats de coco, du mulch de coco, un peu de mousse pour garder l'humidité et des feuilles, avec des vraies plantes, tout est naturel du coup, des vraies plantes, des cloportes et tout pour bah, du coup le bioactif. Voilà voilà. Alors la température de jour sera de, la température en journée du coup le point chaud sera de 28, 26, grand max 30-31 degrés, mais vraiment pas au-dessus. Après avec les fortes chaleurs actuelles, vaut mieux que vous éteignez et vous brumisez un peu le soir. Sommairement, moi j'éteins la lumière, j'éteins la lumière et je laisse la lumière UVB. Du coup voilà, et je brumise un peu pour vraiment refroidir vraiment le terrarium. Du coup voilà voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'ai parlé de ça, température. Température du coup de point chaud entre 26, 28, 30, 31 degrés. Le point froid entre 22 et, j'ai dit quoi? J'avais noté, je trouve plus. Ça c'est 22, 24 degrés. Voilà. Et une température de nuit où on fait un gradient thermique, où on descend la température entre 18 et 22 degrés du coup. Donc voilà. Avec une cachette bien sûr au point chaud et au point froid. Et si possible, une boîte à mue pour ça mue. Sachant qu'avec les fortes chaleurs actuelles, la boîte à mue peut être intéressante pour qu'ils se rafraîchissent aussi. Et changer l'eau tous les jours. Et encore plus, du coup, pendant cette saison avec les grosses chaleurs où l'eau va se réchauffer beaucoup plus vite,
Donc vraiment changez bien l'eau tous les jours. Et si vous n'avez vraiment pas le temps, allez, tous les 2 jours grand max. Mais sinon après l'eau elle se salit et ça aime bien plutôt les eaux propres. Du coup voilà. Alors tout ce qui est en termes d'alimentation, c'est pareil là, l'alimentation c'est en fonction de la taille, entre 0 et 6 mois, genre, enfin à sa naissance, attendez qu'il fasse sa première mue du coup, qu'il ressorbe les nutriments de son sac vitelin et après ça, je crois que c'est au bout d'une semaine, vous donnez, du coup un Pinky, un souriceau de un jour ou 2. Du coup voilà, et une fréquence de repas entre 5 à 7 jours. Il y en a qui disent pour booster un peu, pour qu'ils grandissent rapidement, donner au moins enfin, tous les 3 4 jours. Voilà, souvent les Pinky, c'est des souris entre 1 à 3 grammes. Du coup, voilà. Passer les 6 mois, quand vraiment il atteint une bonne taille, genre, on va dire 20-25 cm, c'est des Pinky. Et admettons, s'il fait, du coup, 25, 40, 45 cm, voire 50, là, vous pouvez passer au blanchon de 3, 3 à 4 grammes, du coup, qui sont déjà plus consistantes et qui, là, vont, lui booster sa croissance. Du coup, voilà. Bien sûr, décongeler les rongeurs avant. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, vu que le terrarium en bois et la lampe chauffante chauffe l'ensemble du terrarium, du coup, je mets là où la lampe est, comme ça le bois au-dessus il est chaud, comme ça décongèle plus rapidement et la proie est chaude. Parce que un serpent, il va regarder, il va entre guillemets voir, il va sentir avec sa langue que la proie est chaude, donc ça va l'inciter à frapper, tandis que la proie est froide, peut être un peu réticent du coup. Moi j'aime bien faire, c'est un peu de l'enrichissement où je frotte la souris un peu partout dans le terrarium. Souvent les manières je nourris la nuit parce que du coup ils sortent la nuit. Du coup bien sûr si vous en avez deux, vous sortez l'un et vous nourrissez l'autre dans le terrarium et l'autre dans une boîte. Ou alors vous espacez le repas. L'autre vous lui donnez par exemple du lundi et le deuxième vous allez le donner du mardi. Mais pas trop conseillé, vaut mieux laisser un serpent dans le terrarium et l'autre dans une boîte, dans une caisse de nourrissage. Du coup, voilà. C'est plus simple. Du coup, j'étais où? Je me suis perdu. Du coup, ouais, je frotte la souris un peu partout et je la pose, pas sur le substrat bien sûr, mais je la pose sur un bout de bois. Le serpent, du coup, va chercher la proie, va sentir que la souris est passée par là. Des fois, j'insiste sur des endroits pour dire à la souris et à insister là et insister là. Du coup, voilà. Je fais ça, j'aime bien. Et des fois, je le fais à la pince. Au début, il mangeait pas à la pince, il faisait pas trop de constriction, mais là, je pense que depuis que j'ai changé de souris, du coup, parce que là, actuellement, il a 1 an, ou il va avoir 1 an, donc il fait. Là, vu qu'il est en pleine mue, je pourrais pas dire sa taille. Son ancienne mue faisait 62 cm, donc là, il doit faire à peu près 70 cm. Allez, grand max 80 cm. Donc voilà. Donc je suis payé, aux souris adolescentes, c'est des souris avec beaucoup plus de poils, beaucoup plus grandes, qui font entre 3 5 grammes, des fois, voire 6 grammes. Donc, non, 4-5 grammes, voire 6 grammes du coup. Donc là, ça va déjà donner un bon boost de croissance. La souris est beaucoup plus charnue, beaucoup plus consistante. Il y a beaucoup plus de nutriments, du coup, il y a des os, des poils. Parfait, du coup, pour lui. Après, l'alimentation, vous pouvez varier. Et du coup, un nourrissage d'un juvénile, c'est tous les 7 jours, tous les 7-10 jours, du coup. Et du coup, quand une fois nourri, vous avez nourri le serpent, attendez bien 48 heures avant qu'il ait digéré. Ne le manipulez pas pendant ces 48 heures là parce il est fragile, il va stresser, il va régurgiter plus facilement. Du coup, voilà. Et une fois à taille adulte, c'est-à-dire plus de 18 mois, plus ou moins 18 mois, vous pourrez donner une souris adulte. Une souris adulte, allez, c'est environ 20, grand maximum, les vraiment grosses souris, je dirais 25-30 grammes. Là, c'est des souris plutôt obèses, donc et voilà, et là, ça sera tous les 10-14 jours. Et ça dépend si c'est vraiment des grosses souris, je pense que, on va dire des souris 30 grammes, vous pouvez donner toutes les semaines. Il y en a qui donnent des rats. Moi, je ne conseillerais pas de donner des rats. Je pense que le serpent des blés, c'est un serpent du coup qui mange très bien, qui est facile à nourrir, qui n'a quasiment jamais de refus. À part si potentiellement il peut être en mue ou s'il est stressé du coup.
Mais je conseillerais pas les rats parce que les rats, c'est vraiment gros. C'est vraiment beaucoup plus nutritif que les souris et étant en captivité avec beaucoup moins de dépenses physiques, bah, le serpent des blés peut être vite facilement obèse. Le serpent des blés, de base, c'est un serpent longiligne assez, bah, je dirais pas trapu, assez en forme, qui doit faire un U inversé. Mais ça doit être pas un boudin, quoi. Ça doit pas être, il doit pas faire un rond comme un python, quoi. Voilà, donc je vous conseille pas les rats. Ou alors, allez, peut-être si vous donnez des rats, vous pouvez donner un rat tous les 3 semaines, 3 4 semaines, je pense, mais pas plus. Pas plus de, pas plus, mais je conseillerais pas les rats. Après, vous pouvez varier l'alimentation. Vous pouvez donner, genre s'ils sont encore petits, vous pouvez donner des bébés cailles, enfin, des caïtos, des, des poussins. C'est moins protéiné, c'est moins gras. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que avant l'hivernation, du coup, la brumisation, on donne un poussin parce qu'apparemment, c'est un effet laxatif où là, il va se vider. Parce que faut bien que le serpent soit vraiment vide de chez vide avant son hivernation. Sinon, il va avoir des selles qui vont rester dans son estomac, qui vont moisir et qui vont potentiellement être du coup, mortelles pour le serpent. Et vous allez retrouver un serpent à la sortie qui va être en décomposition, quoi. Et c'est pas ça ce qu'on veut. Donc voilà. Alors, l'hygrométrie. Le serpent des blés, il n'y a pas vraiment besoin d'une grosse hygrométrie. Entre 40% et 60%. Je dirais 60%, c'est vraiment quand il est en pleine mue. Genre, souvent, moi, je sais que quand il est en mue, je fais un pic d'humidité. Parce qu'en mue, la mue, il perd sa peau. Donc, il faut vraiment que le terrarium soit vraiment pas sec pour que la mue ne se déchire pas. Donc, c'est pour ça que moi, je fais une brumisation et qu'il y a une cachette humide et que j'humidifie la cachette. Du coup, j'ai fait une brumination où j'essaye de montrer à 60% d'hygrométrie, voire 65%. Étant donné que c'est un terrarium en bois, Quoi de bruit? Oh, c'est chaud. Étant donné que c'est un terrarium en bois, je vais pas faire blindé parce que du coup il va moisir et c'est pas ce que je veux. Mais après ça va, mon terrarium il a quand même une bonne ventilation bas, latéral, donc ça devrait le faire. Euh, En termes d'UVB, le serpent des bleus, c'est un serpent qui a besoin d'UVB. Comme la plupart des reptiles diurnes, il est ectotherme, il a besoin d'un gradient thermique. Et du coup, en UVB, il faudrait une zone de Ferguson, pas 1. Je dirais, je me suis pas renseigné je dirais une zone de Ferguson 2. Plus 2, 3. Attendez, 3, il me semble que c'est trop aride, je sais plus. Mais une zone de Ferguson 2 ou 3, ça fera, je pense, suffisamment l'affaire. Sachant que voilà, puis même les pros, vous avez pas besoin de les supposants en calcium, ça sert clairement à rien vu que y a les os dedans et il y a déjà le calcium du coup. Après on va parler si votre lézard fait un refus de manger. Si vraiment votre lézard vous voyez qu'il ne mange pas du tout, et vous pouvez alors décongeler du coup la souris et lui faire un trou dans la tête pour que le liquide qu'il y a dedans il coule et que c'est plus appétant pour le serpent, ou alors l'agiter devant lui pour faire un réflexe, un réflexe de chasse où ça va l'inciter à taper. Et si jamais vraiment ça ne fonctionne pas, il y a le gavage. Le gavage, vous prenez le serpent, vous le mettez dans un petit tube, vous prenez, je sais pas, une sorte de baguette chinoise, pour une baguette chinoise ou un petit truc fait en bois et vous ouvrez les crochets, vous le gavez. Et si vraiment vous le gavez et que il régurgite, la seule chose à faire, je pense que malheureusement, ça serait de donner une proie vivante. Je ne conseille pas de donner une proie vivante parce que euh, une souris stressée peut blesser vraiment le serpent. Et si c'est pas pris en charge ou si c'est pas vraiment, vraiment soigné et regardé, ça peut s'affecter. Donc je dirais que c'est vraiment en dernier recours les proies vivantes. C'est si vraiment le serpent il refuse clairement de manger ou il régurgite à chaque fois que vous le gavez. Je pense que c'est en dernier recours qu'il faut faire ça. Donc voilà. Et à savoir si même la souris, si elle est vivante et il ne la mange pas, enlevez la souris. Laissez pas là dedans parce que la souris va le manger. Il y a déjà eu des cas où des rats, des souris ont mangé le serpent, du coup le serpent est mort. C'est sûr, une souris ça mange pas que des herbes, des graines, comme les rats, c'est omnivore, ça mange de tout, c'est opportuniste, donc forcément ça va manger de la viande si elle a l'occasion d'en manger. Donc voilà.
Et de quoi j'allais parler? On a fait la maintenance, l'hygrométrie, température, on a fait reproduction, on a fait les proies, l'alimentation, hivernation, répartition et on va parler du caractère maintenant, parce que le caractère est quand même important. Alors le serpent de blé, c'est plutôt un serpent docile qui est assez tolérant au niveau de la manipulation, qui est pas difficile, qui va pas mordre, enfin, disons que c'est pas Morelia viridis, c'est pas un python régis qui vont plus facilement mordre, qui sont un peu plus grincheux. Après, je dis pas que c'est pas impossible qu'ils vous mordent, mais étant donné les petites dents qu'il a, ça devrait pas faire trop mal. Puis voilà, mais il faut vraiment y aller pour qu'il morde. Après, c'est un animal, c'est un animal sauvage, il est entre guillemets sauvage. Il a quand même cet instinct-là. Et tous les animaux, quand ils sont sauvages, ils fuient, et si on les embête, du coup, ils n'ont plus l'occasion de fuir, ce qu'ils font, c'est bon. Donc voilà. Après, il peut vous mordre aussi si vous avez l'odeur de souris sur les mains. Vous prenez la souris, vous faites pas gaffe. Vous prenez la souris, vous faites pas gaffe, vous le donnez, et après, vous l'avez pas la main, vous allez le voir pour regarder s'il est bien, et là, pas mitable, donc ça peut le faire. Après, c'est un animal, tous les animaux sont différents, comme les humains, ils ont leur caractère différent. Il y en a des un peu plus grincheux, des un peu plus dociles. Par exemple, ma palmetto, moi, Yuki, elle est docile, elle est extrêmement docile, elle se laisse manipuler, aucun souci. Au début, elle a un peu stress, mais après, elle se calme. Tandis que Fultunia, du coup, la Fortunia, du coup, la grise, là, la Tessera Okichi Stripe, lignée, du coup, elle est un peu plus grincheuse. Souvent, quand j'essaie de la manipuler, elle se, comment dire, j'ai pas le, j'ai pas de, quoi montrer l'exemple, pas de fil. Attendez, j'ai pas de fil, merde. Faudrait un câble. Voilà un câble devant moi. En gros, je vais vous montrer. Alors ça, on va dire que c'est sa tête. Elle se met comme ça, en V. Elle se met, hop, hop, ça c'est sa tête, ça c'est son corps. Et elle se met en V comme ça, en position, un peu en ondulation, comme si elle allait taper une proie. Et elle se met à la verticale. Enfin, comme ça, du coup. Et comme ça, elle est prête à taper. Donc elle est un peu plus grincheuse. Donc, elle m'a pas encore mordu, hein. Mais, bah, ça peut arriver. Après, si ça arrive, ça arrive. Malheureusement, je me suis déjà fait mordre par mes anciens lézards. J'avais un caméléon, bah, il m'a déjà mordu. Ça fait mal. Donc ça a plus de force dans la mâchoire. J'avais un basilicus plumifron. Ouais, ça mord, ça griffe et ça donne des coups de queue. J'ai eu la totale. Ça, je peux vous dire que ça fait pas du bien. Mais bon, après, c'est sûr, ça vaut pas la morsure de la Niguane. Là, c'est un peu plus dangereux. Du coup, voilà, je pense qu'on finalise cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour, du coup. Ah non, on n'a pas parlé des morphes. Du coup, le serpent des blés, c'est un serpent qui se décline par plusieurs morphes et mutations différentes. On a le classique, on a l'ânerie, on a le Eitonri, on a le Tessera, du coup, Loketi, qui me semble qui est plus une localité. On a du coup l'albinos, on a le leucistique, on a le palmito, palmetto Eitonri, palmetto ânerie, du coup, voilà, toutes ces déclinaisons palmetto. On a le. Putain, on a le l'ultramel, le mel, il me semble, ou la mel, le caramel. On a le. Après, on a les hétérozygotes, les homozygotes, les gènes récessifs, les gènes dominants, les gènes incomplets, ou les gènes dominants ou les gènes incomplets. Bon, parce que le palmetto, c'est pas un gène dominant, mais c'est pas un gène. Merde, je me rappelle plus c'est quoi le gène du palmetto. Faudrait que je regarde, j'avais regardé. Après, il y en a des jaunes, il y en a de plusieurs. Il y en a de plusieurs couleurs différentes pour le plaisir des yeux et selon votre préféré. Du coup, voilà. Je pense que c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. On va résumer. On a fait la maintenance, la zone géographique, l'aire de répartition, les états. On a fait l'hygrométrie, la température, la nourriture. On a fait le caractère, reproduction, hivernation, morphe. Et il me semble que je voulais dire un truc aussi. Merde, c'est. Je me rappelle plus. J'essaye de pas trop noter pour que je fais travailler un peu ma mémoire. J'ai un cahier où j'ai mes notes dessus, mes notes entre guillemets
plus essentielles, où là je me rappelle pas trop, comme les zones géographiques, parce que bah, vu que je vis pas là-bas, je suis sûr que même un Américain ne connaît pas vraiment toutes les étapes. Je voulais parler de. Attendez, je vais réfléchir le temps que ça me revienne. Oui, voilà, la cohabitation. Alors, vous pouvez faire cohabiter des serpents et des blés ensemble si c'est bah, du coup 2 femelles. Mais vraiment regardez si c'est vraiment des femelles. Vous pouvez pas mettre 2 mâles ensemble parce qu'ils vont se battre. Vous pouvez pas mettre un mâle, une femelle, un mâle, 2 femelles. Parce que bah, le mâle va faire que se reproduire avec les femelles, ça va les épuiser et il peut avoir des bagarres. Et du coup 2 femelles c'est possible, mais à surveiller, du coup, voir si il n'y a pas une de deux qui attaque l'autre, qui s'attaque pas, qui n'a pas de prédation. Parce qu'il peut être cannibale. Genre si le serpent est plus grand et que l'autre est vraiment plus petit, bah il peut le manger. Du coup voilà. Donc il faut vraiment faire gaffe et surveiller ça. Et après le risque zéro n'existe pas. Il peut toujours au bout d'un moment qui se bagarre. Et forcément je pense qu'une hiérarchie va se faire. Je pense qu'il y aura une dominante et une dominée. Donc voilà, mais c'est possible de mettre deux serpents des blés femelles ensemble. Mais dans ce cas-là, il faudra adapter le terrarium. Pour un serpent des blés, on va dire c'est 1m20 le terrarium maximum. Là, 1m20 plus 1m20, ça fait 2m40, donc il faudra sous terrarium de 1m20, bah, faudra un terrarium de 2 mètres, voire 3 mètres du coup, pour que si jamais ils viennent à se battre, il faut vraiment qu'elle se cache du coup. Voilà. Mais écoutez, ça conclut du coup la fin de cette vidéo. Là, la prochaine file d'élevage qu'on va faire, c'est le Corelophus ciliatus, le gecko à crête. Qui d'ailleurs, je sais pas si on le voit. Il est caché, je pourrais pas vous montrer vu qu'il est nocturne. Après, j'ai peut-être les rainettes qui sont là. Non, ils sont aussi cachés. Ils sont pas sur les feuilles. Non, c'est rare ça. D'habitude, ils sont sur les feuilles, mais là, ils sont pas. Voilà, le prochain fiche d'élevage va être le Corelophus ciliatus. Et du coup, là, et après le Corelophus ciliatus, ça sera du coup la rainette de White. Du coup, voilà. Et vraiment désolé si. Enfin, j'ai pas encore l'habitude qu'il peut avoir des. Je réfléchis un peu, je prends du temps à parler, des fois je mets un peu plus de temps, je cherche les mots, je cherche de bien placer les mots dans le bon ordre. Le problème, c'est pas facile quand on sait pas faire de parler face caméra. Je pense que toute personne qui commence ses débuts de YouTube, c'est un peu plus compliqué. On a un peu plus ou moins nos facilités, nos difficultés. Moi, ça va. Dans une caméra, je suis un peu plus à l'aise. Enfin, je suis assez à l'aise, donc voilà. Mais je peux avoir quand même assez de difficultés. Donc, vraiment, désolé si vraiment si vous trouvez ça. Enfin, si vous trouvez ça chiant, c'est pas volontaire. Je n'ai pas l'habitude, donc je suis un peu stressé. Je s'entend peut-être à ma voix ou pas. Donc, j'essaye de faire attention et à l'avenir, je vais m'améliorer sur ça, je pense. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à lâcher un commentaire si ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram. Je crois que je l'ai mis dans la description de ma chaîne, mais c'est Frogzenko sur Instagram. Bon, Frogs avec un S du coup, avec un F majuscule, tiré du bas, Nko. Je sais pas si c'est N ou Ens avec un S, et Co, bah, c'est O, tout simplement. Sur ce, ciao la team.